Bonjour, on continue notre mini-série sur l'espace et cette fois-ci on va parler des risques environnementaux. Jingle! Alors c'est pas un petit sujet, hein, les risques environnementaux. On va avoir effectivement une vidéo sur laquelle on va... Celle-ci elle est peut-être un petit peu anxiogène pour le coup parce qu'on va parler de risques graves et puis de problématiques environnementales qui sont absolument pas négligeables. Euh, Faut pas se tromper, le spatial c'est tout sauf une industrie immatérielle. C'est du vrai concret, et aller emmener un satellite dans l'espace, c'est la nécessité de grosses fusées qui vont être extrêmement polluantes et qui vont avoir une empreinte carbone qui est absolument pas à négliger. Ça génère énormément de déchets orbitaux, ça génère de la pollution atmosphérique et stratosphérique. On va essayer de le décrire. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? L'empreinte carbone des fusées. Un seul lancement de certains lanceurs, on le verra un peu plus tard, ça émet autant de CO2 que 300 vols transatlantiques. On y reviendra. La pollution orbitale. Actuellement, on estime à 54 000 débris de plus de 10 cm et ça menace les satellites actifs. On l'a vu tout à l'heure, sur la vidéo d'hier. Ça a même menacé la Station spatiale internationale. Ça, c'est des sources qui viennent de l'Agence spatiale européenne. On a un petit peu vu aussi, dans la vidéo d'hier, l'impact sur l'astronomie et les écosystèmes, les traînées de satellites qui perturbent les observations scientifiques, et l'impact que ça peut avoir sur l'activité biologique et la biodiversité nocturne. On y reviendra aussi. Alors, les lancements spatiaux, c'est extrêmement carboné. Donc, si on regarde, effectivement, Starlink, RKK Energia, donc l'entreprise qui fabrique les Soyuz, et puis donc le Starlink avec SpaceX et donc les Falcon 9, c'est des lanceurs au kérosène. Et 3 kg de CO2 par kilo de carburant brûlé. Donc là, je vous laisse le considérer, c'est énorme. C'est absolument pharaonique. On a les lanceurs type de chez Boeing, par exemple, ou de chez Blue Origin, Starliner. Eux, ce sont des lanceurs au méthane. Alors oui, c'est moins polluant, donc on les a sur Starship, on les a sur Blue Origin. Donc effectivement, SpaceX, eux, ils vont probablement continuer sur le kérosène, mais du coup, Boeing et Blue Origin, eux, ils sont sur des lanceurs au méthane. C'est moins polluant, mais l'extraction de ce gaz et son transport, ça génère aussi du méthane. Et le problème, c'est que le méthane, c'est un gaz qui est 28 fois plus réchauffant que le CO2. Donc même s'ils en font moins, l'impact, il est quand même très élevé. C'est moins élevé quand même que le kérosène, et c'est de toute façon moins quand on voit le nombre de lancements que peut faire SpaceX avec son Falcon 9. Ariane Espace, alors vous allez dire, je fais de l'européanisme convaincu. Oui, je fais de l'européanisme assumé pour le coup. C'est lancement à l'hydrogène liquide. Et Ariane 5, mais Ariane 6 aussi. Alors c'est propre à la combustion, effectivement, mais il ne faut pas se voiler la face. Pour le moment, la façon qu'on a de fabriquer cet hydrogène, elle est encore très énergivore. Mais le problème est plus énergétique. Et là, on doit aller chercher une solution de production d'énergie. Et encore une fois, il y a des chemins vertueux. C'est-à-dire, on voit les initiatives de stabilisation de la fusion par plasma contrôlé qui commencent à devenir de plus en plus longues, de plus en plus stables. Donc, maintenant, on n'a pas la certitude, mais on considère qu'il y a quelque chose de viable sur ce chemin. Finalement, faire des lanceurs qui permettent d'aller chercher des isotopes qui permettent de stabiliser la fusion, qui permettent effectivement d'avoir un espace propre. Parce qu'effectivement, l'hydrogène liquide, en plus d'un point de vue énergétique, c'est largement plus intéressant. Oui, il y a quelque chose à faire. Et l'Europe, allons-y, quoi. On est sur le chemin qui, probablement, est le chemin spatial qui est le plus correct, le plus vertueux d'un point de vue environnemental. Soyons pro-européens, défendons nos industries, défendons Eutelsat, défendons Ariane Espace,
faisons de nos petites structures des grosses structures parce qu'elles elles sont probablement beaucoup plus justifiées d'un point de vue environnemental. Alors il y a un problème, il y a aussi l'effet stratosphérique. Donc les fusées, elles émettent directement, alors ça c'est plutôt pour les fusées au kérosène et au méthane, elles émettent directement dans la stratosphère, entre 10 et 50 km d'altitude, et on a ces particules de suie, hein, les black carbon, et puis les particules d'alumine, donc ça va être pour toutes les fusées malheureusement, qui restent pendant des années, et ça amplifie l'effet de serre. Donc il y a une étude de l'IOP Publishing en 2022 qui estime que si le nombre de lancements atteint 1000 par an, et c'est l'objectif de SpaceX, et croyez-moi, on va vite y arriver, l'impact climatique il pourrait être comparable à celui de l'aviation mondiale. C'est-à-dire on rajouterait, avec le spatial, une deuxième pression environnementale identique à celle de l'aviation. Et elle est suffisamment décriée pour que les gens soient cohérents dans leur approche. Donc c'est pour ça que l'approche Ariane-Espace, elle a des choses intéressantes. Elle n'est pas complètement vertueuse, on le voit, mais à un moment, il faut se poser la question de savoir comment on veut la planète qu'on veut laisser à nos enfants. Donc, je sais pas, moi, je suis pas client de Starlink. Un lancement de Falcon 9 de SpaceX, ça émet environ 400 tonnes de CO2. Donc c'est équivalent, c'est ce que je disais dans ma première vidéo, à 300 vols transatlantiques, ou si je vous le remets avec un chiffre qui va peut-être plus vous parler, 50 ans d'émission d'une voiture thermique, c'est-à-dire tout ce que vous allez consommer en tant que conducteur pratiquement dans toute votre vie. C'est-à-dire que en une fois, un lanceur, ça produit autant de CO2 que toute votre vie, l'utilisation de votre véhicule. Moi, je suis un petit peu à l'aise, je fais du vélo, donc ma consommation de carburant est très faible et mon empreinte carbone induite par l'automobile est très faible aussi. Donc voilà, je vous ai mis une petite représentation, hein, donc les lanceurs Falcon 9, Soyuz, on est au kérosène, Starship System, New Glenn, c'est au méthane et à l'oxygène liquide, et enfin les fusées de Ariane-Espace, là on est à l'hydrogène et l'oxygène liquide. Alors on revient un petit peu sur ces pollutions invisibles, hein, les fameux black carbon ou les oxydes d'aluminium notamment. C'est pas au même moment. Donc les carbone suies ou les black carbon, on l'a vu, c'est plutôt au lancement. Les lancements massifs, ça injecte énormément de carbone suie directement dans la stratosphère. Et c'est ça qui détruit la couche d'ozone et c'est ça qui amplifie l'effet de serre. À la descente, là c'est le problème des aluminiums. Donc là, c'est typiquement les éléments de retour des fusées, mais aussi les retours des satellites, parce qu'ils contiennent de l'aluminium. Donc là, le gros problème est plus au niveau des satellites. Ils ont une durée de vie courte, 5 ans en moyenne, et en brûlant, quand ils rentrent dans l'atmosphère, ils libèrent des oxydes d'aluminium, et il y a une étude assez récente qui montre que ça pourrait modifier durablement la chimie même de notre atmosphère, de notre haute atmosphère. Alors est-ce que ça va nous empêcher, nous, de respirer correctement à la surface de la planète? Non, probablement pas, parce que le problème, il est vraiment sur cette haute atmosphère. Mais du coup, cette modification chimique, elle va aussi avoir des impacts environnementaux et climatiques. C'est évident. Il y a un miroir aux alouettes, il y a une fausse croyance de se dire que parce que SpaceX est capable de faire revenir au sol un lanceur, c'est super top au niveau environnemental. Pas du tout. C'est pas pour ça que SpaceX fait revenir ses boosters, c'est uniquement pour des objectifs économiques, pour réduire les coûts. Mais au niveau de l'empreinte carbone, ça change pas grand-chose. Ça change les choses, mais on va voir que s'ils font ça, c'est pour pouvoir en lancer plus. Et donc finalement, un booster réutilisé 10 fois, ça divise effectivement par 10 les émissions par lancement, mais pas les émissions totales, parce que le nombre de lancements qu'ils vont être capables de faire va exploser, parce que le modèle économique induit par l'introduction de cette réutilisation fait que finalement ça change que dalle. Et comme au final ils deviennent de plus en plus vertueux, qu'ils sont capables de faire de plus en plus de lancements, l'impact ne change pas grand-chose. La réutilisation, ça nécessite des manœuvres de retour, donc des allumages supplémentaires des moteurs qui consomment du carburant et qui émettent des particules. Alors, la comparaison avec l'aviation, on va un petit peu plus la pousser. Un avion, c'est réutilisable 10 000 fois, par exemple un A320, et ça a un bilan carbone qui est bien meilleur qu'une fusée qui est réutilisable 10 fois. La réutilisabilité spatiale, c'est un leurre écologique. Si elle sert à lancer toujours plus de satellites, l'ADEME considère que, au final, c'est un miroir aux alouettes. Donc ça vient d'un rapport de l'ADEME de 2023. Alors,
Je l'ai un peu introduit, j'en ai pas encore parlé de façon concrète, je pense que beaucoup de gens connaissent le syndrome de Kessler, je vais quand même essayer de le décrire un peu plus. Le syndrome de Kessler, c'est une réaction en chaîne. En gros, c'est une théorie, pour le moment, heureusement ça n'a jamais eu lieu dans l'espace, parce que sinon on serait très embêté, on va le voir. Ça a été formulé en 1978 par Donald Kessler, et c'est l'idée que la densité de déchets spatiaux en orbite basse pourrait devenir tellement importante, tellement forte, qu'une collision générerait d'autres débris, et que la génération de ces débris entraînerait d'autres collisions, et ça finirait dans une réaction en chaîne exponentielle qui rendrait l'espace, l'orbite basse, et donc l'espace, l'accès à l'espace, absolument impossible. Conséquence, plus de lancement, destruction des satellites existants, donc problème de géolocalisation, problème de communication, problème de télévision, tout. En gros, on reviendrait à un espèce pas un Moyen-Âge, mais un retour à l'époque pré-numérique, à la fin de la période industrielle et au début de l'ère numérique. Et on repartirait avec un monde bien différent de celui dans lequel on est actuellement. Les risques pour les missions habitées seraient absolument terrifiants. ISS, Artemis, c'est plus possible. On oublie. Et l'orbite, elle deviendrait inutilisable, pas pour des semaines. Hein. Non, il faudrait attendre que tout redescende, qu'il y ait suffisamment de particules qui redescendent, et ça prendrait au minimum des décennies. Donc plus de GPS, plus de météo, plus de synchronisation bancaire. Bon courage. Bref, on n'a pas envie de ça. Et on n'a pas envie de ça, et pourtant, je vous l'ai déjà dit, 54 000 objets de plus de 10 cm contre 36 500 il y a 3 ans. Donc ça veut dire que c'est même plus une accélération, hein, c'est de l'intensification. C'est une simple vis à cette vitesse, ça a l'énergie cinétique d'une grenade. Donc imaginez les dégâts que ça peut faire sur une station spatiale, sur un satellite. Et ces dégâts vont entraîner d'autres particules, et ces particules auront le même effet. Il y a 2710 satellites inactifs qui errent comme des vaisseaux fantômes dans l'espace. Environ 16 910 satellites sont en orbite dans l'espace aujourd'hui, mais il n'y en a que 14 200 qui fonctionnent réellement. C'est terrifiant. Et chiffre encore plus terrifiant, 1 200 000 fragments entre 1 et 10 cm, c'est-à-dire non traçables, non détectables de façon claire. Alors on les identifie hein, par nuage, on les identifie quand même, on sait, on arrive à savoir où il y en a, où il y a de la densité. Et potentiellement, là, leur taille étant plus petite, leurs effets sont moindres, et il y a des dégâts systématiques hein, sur les infrastructures spatiales, et c'est pour ça aussi que les satellites ont une durée de vie plus faible et qu'on les fait redescendre plus régulièrement. Ces petits fragments, il ne faut pas se tromper, ils ont quand même des effets qui sont mortels pour les infrastructures critiques. La masse totale de ce qu'il y a dans l'espace actuellement, c'est 15 800 tonnes de métal qui tournoient au-dessus de nos têtes. Vous comprenez maintenant pourquoi on voit des points qui se déplacent dans le ciel en permanence. Tout ça, c'est les satellites, vivants ou pas, opérationnels ou pas. Donc, l'orbite basse, vous l'aurez compris, c'est un bien commun qui est extrêmement menacé. Donc ce qu'on définit par l'orbite basse, c'est ce qu'il y a entre 300 et 1000 km d'altitude par rapport par rapport au sol, et c'est extrêmement convoité. Starlink, Eutelsat, toutes les initiatives, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Mais vous l'avez vu aussi, elle est extrêmement polluée. Alors il y a même à certains endroits ce qu'on appelle des orbites poubelles ou des orbites garages sur lesquelles on vient mettre les véhicules, les satellites, tout ce qu'on n'a pas besoin, et on fait une dernière poussée pour venir les mettre dans des orbites où quelque part elles vont potentiellement redescendre et brûler dans l'atmosphère. Donc on va un petit peu plus regarder au niveau des conséquences. Pour l'astronomie, l'activité actuelle en orbite basse, et là je ne parle même pas du syndrome de Kessler, elle gâche 30% des images des télescopes qui sont au sol. Donc ça, c'est une étude qui émane de l'Union astronomique internationale, donc c'est un rapport sérieux, c'est pas des chiffres au hasard. Hein. L'impact sur la biodiversité, je veux aussi le souligner. La pollution lumineuse, elle perturbe les animaux nocturnes, elle perturbe aussi les animaux migrateurs, les insectes, et en gros, on va se retrouver avec déjà les animaux migrateurs qui ont des difficultés à se localiser. On voit des échouages d'animaux, on voit des espèces qui cessent de migrer, et ainsi de suite, souvent chez les oiseaux. C'est pas du tout anodin. Alors effectivement, ils n'ont pas que l'utilisation du ciel pour se repérer, ils ont probablement aussi les champs magnétiques terrestres et ainsi de suite. Mais du coup, le fait de rajouter des étoiles qui bougent dans tous les sens,
c'est pas fait pour leur faciliter la vie, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis effectivement, on a vu les conséquences pour la sécurité. Les débris pourraient retomber sur Terre, et plus on va mettre des choses grosses dans l'espace, plus le risque que... Alors j'avais, dans le short introductif de cette série, j'avais un peu plaisanté sur les data centers américains et les satellites militaires chinois. C'est plus du tout du domaine de l'impossible, clairement. On voit déjà les effets quand on a une étage de fusée, par exemple de la fusée Longue Marche en 2022. On s'est posé des questions quand même, hein. Alors, on en reste ici pour cette deuxième vidéo. On a encore 2 autres vidéos à faire ensemble. Et la prochaine, on va parler de cloud spatial. À demain!